Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec la partie 4 de Candide ou l'optimisme de Voltaire. Les intros vont être de plus en plus courts parce que la logique veut que si jamais quelqu'un regarde une partie 4 d'une série, c'est qu'elle a sûrement déjà regardé les vidéos précédentes. Et si jamais ce n'est pas le cas, je vous encourage de commencer par le commencement du coup pour un meilleur contexte des événements tout simplement. Alors, la semaine dernière, nous avons appris que Candide avait tué le baron de Thunderton Trunk, qui était à la fois commandant jésuite de Los Padres et surtout le frère de Cunégonde. Après ce meurtre, Candide et son valet Cacambo ont fui Los Padres et se sont retrouvés dans un pays inconnu où vivent les Oreillons. Là-bas, il a commis 2 autres meurtres en tuant 2 singes. Alors, si vous demandez mon avis, je vous dirais que mon poteau est quand même devenu un tueur en série, un serial killer. Il a jusqu'à maintenant tué Don Issachar, le marchand juif, le grand inquisiteur de Lisbonne, le frère de Cunégonde et maintenant 2 singes. Ça nous fait quand même 5 victimes. Bon, une fois dénoncés, ils ont failli être rôtis et mangés par les Oreillons. Mais grâce à Cacambo, ils ont été épargnés. Puis, ils se sont retrouvés dans un pays que les Européens ont, il fut un temps, baptisé Eldorado. Sûrement parce qu'il est rempli de trésors qui dépassent tout entendement. Ils ont ensuite vécu dans ce pays durant 1 mois entier avant de décider de le quitter. Mais pas sans emporter des trésors avec eux. Sauf que les choses ne se sont malheureusement pas déroulées comme prévu. Près de 90% du trésor a été perdu en chemin. Ensuite, ils sont arrivés à la frontière de Suriname, le pays des Hollandais. Puis, ils ont croisé un esclave nègre, portant seulement un caleçon de toile bleue et à qui il lui restait qu'une main et une jambe. Quand Candide lui a questionné au sujet de son aspect physique, il lui a répondu que c'est l'usage. Un système où l'on survit avec presque rien et où la violence est une règle. Doigt pris par la meule, on coupe la main. Tentative de fuite, on coupe la jambe. Puis Voltaire a planté cette phrase couteau. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Et en disant ça, je mettrais ma main à couper, et sans jeu de mots, qu'il visait non pas Candide, mais le peuple européen, en reliant notre confort à des corps brisés. J'ai ensuite fait le parallèle avec notre époque en montrant que c'est la même mécanique en République démocratique du Congo. Un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Et puis finalement, nous nous sommes quittés avec cette phrase « C'est à ce prix que l'on charge nos téléphones ». Et maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on poursuit notre histoire avec l'esclave nègre qui raconte sa vie. Il raconte à Candide que quand sa mère l'a vendu 10 écus au Patagon sur la côte de Guinée, elle lui avait tenu un discours très clair. « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs et tu feras par là la fortune de ton père et de ta mère. » Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Alors ici, je trouve intéressant que Voltaire choisit de faire parler une maman, parce qu'il aurait pu faire parler n'importe qui, je sais pas, franchement n'importe qui d'autre, mais non, il a choisi de faire parler sa maman. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Bon, on est bien d'accord que Voltaire n'est plus parmi nous pour nous siffler ses raisons, mais je pense que quand une mère dit à son enfant « tu as l'honneur d'être esclave », je pense que ce n'est plus seulement une injustice politique, mais une tragédie morale. Et justement, Voltaire montre quelque chose de très subtil. Le système est tellement puissant que même l'amour parental est contaminé. Je suis persuadée que cette maman ne déteste pas son enfant, hein. Je dirais même qu'elle pense l'aider en lui transmettant une vérité utile. Et ce n'est pas qu'on est sorti du religieux en tant que tel, mais je trouve aussi que l'aspect psychologique est très important aussi, surtout ici. On apprend à l'enfant à associer soumission et bonheur. Sa maman ne dit pas « supporte ta condition ».
mais elle lui dit plutôt « c'est une chance ». Et en disant ça comme ça, Voltaire met le doigt sur un mécanisme humain universel. Celui qui dit que pour survivre à l'inacceptable, on finit très souvent par le sacraliser. Pour moi, là, on est face à une forme d'optimisme extrême. Loin d'un optimisme intellectuel, c'est un optimisme de survie, un optimisme protecteur. Cette maman présente l'esclavage comme un honneur, comme une chance ou bien un privilège. Et ce n'est pas parce qu'elle est stupide, mais parce que c'est la seule manière qu'elle a trouvée de rendre la catastrophe vivable pour son enfant. J'ajouterais aussi que quand il dit « Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne ». Grammaticalement, en tout cas, on peut affirmer qu'il parle de ses parents, mais pas que. Ce que j'entends par là, c'est que ni ses parents, ni leurs croyances n'ont tenu leur promesse du bonheur. Et ce leurre dans la phrase « je ne sais pas si j'ai fait leur fortune » devient presque le symbole de tout un système qui promet, mais qui ne rend jamais rien. Bon, il continue son histoire. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. Or, vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. Alors, avant, on était dans la famille et d'une certaine manière, on y est toujours. Mais maintenant, on est aussi entré dans la condition humaine. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'il ne dit pas « on est des animaux ». J'ai plus l'impression que ce qu'il dit est encore plus triste. Il dit que les animaux sont mieux lotis que nous. C'est un véritable renversement, étant donné que dans l'ordre supposé du monde, et j'insiste bien sur le mot « supposé », l'homme est supérieur à l'animal et l'homme civilisé est supérieur au reste. Mais en sachant ça, l'esclave ne peut que constater que même les animaux vivent mieux que lui. En fait, c'est une accusation silencieuse contre la civilisation elle-même. Et donc, loin d'être juste une plainte, c'est une question morale. Si une société traite certains humains pire que des animaux, alors que vaut réellement sa prétendue supériorité? Et quand il dit « les fétiches hollandais qui m'ont converti », ce que Voltaire fait ici, en fait, c'est qu'il appelle la religion chrétienne des Hollandais des fétiches. Comme quand la maman de l'esclave parlait de nos fétiches, que je présume sont leurs fétiches africains, justement. Voltaire met les deux sur le même plan. Aucune religion n'est épargnée ou même élevée. Et je ne pense pas qu'il faut voir là une attaque contre une foi en particulier. Je dirais plutôt que c'est une critique de l'usage qu'on en fait. Surtout, l'esclave ne conteste même pas la religion. Il dit simplement « D'accord, supposons que vous ayez raison. Supposons que nous soyons tous enfants d'Adam. Alors on est cousins. Donc expliquez-moi comment est-ce qu'on peut traiter sa famille pire qu'un animal ?» Et franchement, je trouve que c'est un constat logique de cette théorie qui, malheureusement, ne s'applique pas du tout à la réalité. Après qu'il ait dit tout ça, Candide finit par crier « Oh, Pangloss, tu n'avais pas deviné cette abomination. C'en est fait, il faudra qu'à la fin, je renonce à ton optimisme. » Et à cet instant, Cacambo lui demande « Mais qu'est-ce que l'optimisme ?» Hélas, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Ici, on sent que Candide touche presque enfin à une forme de rupture intérieure. Il s'adresse encore à Pangloss comme à une référence. Et sachant que Pangloss a toujours voulu tout expliquer, tout justifier et tout rattacher au meilleur des mondes possibles, Candide commence à voir au-delà du voile de ce que Pangloss lui avait enseigné en fait. C'est aussi pour ça qu'il lui reproche son aveuglement. Et quand je dis il lui reproche, je parle bien sûr de Pangloss. Candide reproche à Pangloss son aveuglement. Et quand il parle de cette abomination, c'est justement parce qu'il trouve ça moralement insupportable. Puis il ajoute que c'en est fait. Il faudrait qu'à la fin, je renonce à ton optimisme. Ici, on entend presque un aveu de faillite.
Surtout quand on sait que pendant tout le conte, Candide a quand même essayé de garder un reste de fidélité à Pangloss. Et pour un homme comme Pangloss, qui a été vu comme le plus grand philosophe de tout le monde entier, enfin, le plus grand philosophe de la province et donc du monde entier. Une telle loyauté est difficile à s'en défaire, hein. Parce que pour Candide, même quand les faits lui donnaient tort et que les catastrophes s'accumulaient, il restait quand même fidèle. Alors qu'ici, il parle enfin de renoncer, comme si l'expérience avait fini par percer la doctrine. Et surtout, la partie quand il dit « il faudrait qu'à la fin », il ne parle pas vraiment de renoncer maintenant, hein, ni complètement, ni même pour toujours, quoi. J'ai l'impression qu'on sent quand même une certaine hésitation, comme si Voltaire veut nous dire qu'il ne faudra pas s'attendre à un changement immédiat ou même brutal, hein. Ça, c'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain. Mais ça sera plutôt graduel, progressif. Et en ce qui concerne le camp, certainement pas maintenant, hein, mais il sait qu'il va devoir le faire. Et donc en gros, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il semble que l'histoire de cet esclave semble être une des gouttes qui fera déborder le vase de Candide, parce qu'il commence à verser des larmes en regardant son nègre. Et c'est donc en pleurant qu'il finit enfin par entrer dans Suriname. Puis, une fois dedans, ils tombent sur un patron espagnol qui leur propose un marché honnête, puisqu'il cherche un vaisseau qui pourrait les ramener à Buenos Aires. Ce patron espagnol lui donne rendez-vous dans un cabaret. Après avoir échangé, Candide trouve c'est une bonne affaire et lui propose de l'attendre là-bas, justement, dans le cabaret avec ses 2 moutons restants. Puis Voltaire nous dit que puisque Candide a le cœur sur les lèvres, il raconte à l'Espagnol toutes ses aventures. Il a tellement pas sa langue dans sa poche qu'il finit par avouer à cet inconnu espagnol qu'il veut enlever Mademoiselle Cunégonde. Mais le patron le coupe net. Il lui explique que ne pourra jamais prendre le risque de le faire passer à Buenos Aires parce que ça le mènerait tout droit à la potence, et Candide avec lui. Et là, quand le patron parle de la potence, il n'est pas dans l'exagération, hein. Il ne dramatise pas du tout. Il lui fait comprendre que s'il l'aide à enlever Cunégonde, il sera exécuté. Parce que Candide ne parle pas de sauver Cunégonde, il parle d'enlèvement. Et même si ça avait été le cas, imaginons que c'est justement un sauvetage. Le problème, c'est que dans le contexte de Buenos Aires, Cunégonde est une propriété politique. Et ce qui fait que ce sauvetage romantique qu'il aurait pu faire, ce serait juste en réalité un crime d'État. Et étant donné que ce n'est pas un sauvetage, mais vraiment un enlèvement, c'est réellement un crime d'État. Ce n'est pas seulement de la naïveté ici, c'est une incapacité à penser aux conséquences, je trouve. Il vit dans un monde d'idées alors que la réalité de la vie veut qu'on fonctionne avec des lois, des autorités, et surtout, les gens ne veulent pas se mêler à ce genre de problème. Ils veulent pas prendre de tels risques pour quelqu'un. Et en tout cas, de comment Voltaire choisit de parler de ce patron espagnol qui est dit honnête, c'est que peu importe l'argent, parce que ici dans l'histoire, tout le monde sur Terre n'est pas au courant que Candide est très très riche. Une fois sorti d'Eldorado, Candide est quand même considéré comme le plus riche homme sur Terre. Et que même ce fait-là, cet Espagnol n'a pas envie de commettre un crime pour un billet, quoi. Surtout quand il sait qu'il risque sa peau, sa vie, pour de l'argent qu'il pourra sûrement jamais utiliser parce que justement, il serait exécuté. Mais en plus de ça, le patron sait quelque chose que Candide ignore sur la situation de Cunégonde chez le gouverneur. Il lui dit qu'elle est devenue sa maîtresse favorite. Et franchement, c'est un coup dur pour Candide. Il s'effondre et pleure pendant un long moment. Il finit enfin par se ressaisir et prend Cacambo à part et lui expose son nouveau plan, étape par étape. Ils ont chacun dans leur poche de quoi payer 5 ou 6 millions de diamants. Il ajoute aussi que Cacambo est plus habile que lui, donc ça sera lui qui ira à Buenos Aires récupérer Cunégonde, même si elle est devenue la favorite du gouverneur. Écoutez, Candide est amoureux et il ne va pas lâcher l'affaire aussi facilement, hein. Il lui dit aussi que si le gouverneur devient difficile, il faudra commencer par lâcher 1 million. Et si ça ne suffit pas, il faudra monter à 2 millions. Puis il lui rappelle que lui, Cacambo, n'a pas tué d'inquisiteur. Donc, personne ne devrait se méfier de lui, hein.
Un peu comme ce que la vieille avait dit à Cunégonde quand la justice était venue à Buenos Aires, arrêter, si je me souviens bien, c'était bien au pluriel, hein, donc les tueurs du grand inquisiteur de Lisbonne. Et justement, je trouve ça très intéressant parce que si la justice fait bien son travail, il est quand même pas facile, vraiment pas évident de savoir qui a réellement tué le grand inquisiteur. Ce n'est pas comme s'il y avait des caméras de surveillance. Ce qui veut dire que normalement, dans la logique des faits, ils sont tous suspects. Et quand je dis tous, je parle bien sûr de Cunégonde, de la vieille et de Candide. Et justement, ce que dit Candide ici est très juste. Hein. Cacambo n'a rien fait, il n'était pas sur les lieux du crime. J'équiperai un autre vaisseau, j'irai t'attendre à Venise. C'est un pays libre où l'on n'a rien à craindre, ni des Bulgares, ni des Avars, ni des Juifs, ni des inquisiteurs. Cacambo approuve cette résolution qu'il trouve très sage, hein. Mais il est quand même désespéré à l'idée de se séparer d'un maître qui est devenu un ami intime. Ce qui ne l'empêche tout de même pas de choisir l'utilité parce que le plaisir d'aider Candide l'emporte sur la douleur de le quitter. Puis ils s'embrassent tout en versant des larmes. Voltaire souligne ensuite la bonté de Cacambo parce qu'il ne perd vraiment pas de temps et part tout de suite les récupérer. Pendant que Candide reste encore quelque temps à Suriname, attendant qu'un autre patron veuille bien l'emmener en Italie. Enfin, lui et les 2 moutons restants. Et pour ce voyage, il décide de prendre des domestiques et achète tout le nécessaire pour un long voyage. Et puis, vous ne devinerez jamais qui décide de venir se présenter à lui. Eh oui, Vanderdendur lui-même. Le même maître qui avait mutilé son esclave en lui coupant la main et la jambe. Ce fameux négociant qu'on apprend est aussi un maître d'un grand vaisseau. Combien voulez-vous pour me mener en droiture à Venise ? Moi, mes gens, mon bagage et les 2 moutons que voilà. Vanderdendur lui dit que ça va lui coûter 10 000 piastres. Et Candide accepte sans hésiter. Vanderdendur dit « Oh, cet étranger donne 10 000 piastres tout d'un coup. Il faut qu'il soit bien riche, hein ?» Bon, prenons quelques minutes pour comprendre exactement pourquoi ce que Candide vient d'accepter pourra lui coûter très cher. Une piastre, dans ce contexte, c'est grosso modo une pièce de 8 en argent, autour de 27 grammes, avec une finesse proche de 0,917, donc environ 24,8 grammes d'argent pur par pièce, c'est-à-dire 10 000 piastres. C'est environ 248 kg d'argent pur. Et pour vous donner un repère humain, à cette époque, un ouvrier gagnait autour d'1 livre par jour. Parfois un peu plus selon les cas, mais on va rester sur le 1 livre par jour pour justement cet exemple que je vais vous donner. Ce qui veut dire que pour Vanderdendur et n'importe quel autre négociant du XVIIIe siècle, 10 000 piastres, c'est équivalent de l'ordre de 10 000 journées de travail, plus d'une 30aine d'années de salaire pour un travailleur payé au jour. Hein. Donc, autrement dit, c'est une fortune, hein. Et du coup, quand Candide lâche ça, sans hésiter, il n'achète pas seulement une traversée là, mais il annonce surtout et sans retenue que je suis riche, je suis pressé et je ne comprends pas du tout la valeur de l'argent. Accepter sans négocier, c'est vraiment la pire chose qu'il aurait pu faire. Surtout face à un négociant qui s'est déjà capable du pire. On parle de Vanderdendur, les gars. Après l'avoir cerné, Vanderdendur comprend qu'il a face à lui un type riche, naïf et pressé. Et donc, une proie parfaite à dépouiller, quoi. Et c'est donc pour ça qu'il se retourne vers Candide et lui dit qu'il ne peut partir qu'à moins de 20 000. On est passé de 10 000 à maintenant 20 000. Et si 10 000 piastres est environ 248 kg d'argent pur, alors 20 000 piastres, logiquement, c'est le double, hein. Et donc, on est à environ 496 kg d'argent pur. 20 000 piastres représentent de l'ordre de 20 000 journées de travail, soit environ les 2/3 d'un siècle de salaire pour un travailleur payé à la journée. Donc, à peu près 67 ans de salaire. Bref, en tout cas, Candide lui répond « Eh bien, vous les aurez !» Et Vanderdendur se dit tout bas « Ouais !» Cet homme donne 20 000 piastres aussi aisément que 10 000. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire maintenant ? Eh bien oui, hein, logiquement, il revient.
Cette fois-ci, il lui dit qu'il ne peut pas le conduire à Venise à moins de 30 000 piastres. Vous en aurez donc 30 000. Oh, 30 000 piastres ne coûtent rien à cet homme-ci. Sans doute, les deux moutons portent des trésors immenses. N'insistons pas davantage. Faisons-nous d'abord payer les 30 000 piastres et puis nous verrons. Ici, la même logique s'applique. 30 000 piastres représentent environ 30 000 journées de travail, soit près d'1 siècle de salaire. Alors, Candide vend 2 petits diamants qui, même la plus petite, vaut plus que toute la somme que le patron lui réclame, hein, et il le paye d'avance. Les 2 moutons sont donc embarqués pendant que Candide suit dans une petite barque afin de rejoindre le vaisseau à la rade. Sauf que le patron y prend tout son time. Puis, d'un coup, il met les voiles, démarre et il s'en va. Parce que le vent le favorise, justement, Candide, totalement éperdu et stupéfait, finit par bientôt le perdre de vue. Hélas, voilà un tour de l'ancien monde. Franchement, je sais pas quoi lui dire, hein. N'importe qui aurait pu lui dire que ça allait lui arriver, hein. Surtout, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par l'ancien monde. Le mec est resté en Eldorado 1 mois. On parle pas de quelqu'un qui est parti à genre 5 ans. Je sais pas. Parce que au moins, si ça avait été le cas, on aurait pu dire « Oh, le pauvre, ça fait tellement longtemps qu'il est parti, il se souvient plus de comment sont les choses. » C'est un peu comme quand tu quittes ton bled, ton cocon, ton chez-toi et que tu découvres le monde extérieur. Et justement, comme j'ai dit avant, à moins d'être parti à 5 ans et puis qu'on n'ait pas du tout de mémoire, en tant que personne consciente qui quitte son bled avec des souvenirs et qui n'est pas trop petit, ta mémoire ne va pas s'effacer, hein. Bah, ici, c'est exactement ça. Il est revenu d'Eldorado avec les yeux pleins de paillettes, de rêves, mais en tout cas, il n'a pas ramené son cerveau avec lui. Ça, c'est certain. Il est parti en vacances, et je mets bien des guillemets en vacances, parce qu'on est bien d'accord que c'était pas des vacances. Il s'est même retrouvé dans le pays d'Eldorado par pur hasard, justement, en voulant fuir le pays des Oréons par peur de se faire bouffer. Donc voilà, on va dire qu'il est parti en vacances, ok? Donc il est parti en vacances dans un endroit paradisiaque et il est revenu en ayant oublié ce qui est réellement le monde. Bref, alors il retourne au rivage, abîmé dans la douleur, étant donné qu'il vient de perdre de quoi faire la fortune de 20 monarques. Ah oui, c'est la somme qu'il a perdue, hein. En gros, tout ce qui lui reste, c'est tout ce qu'il a sur sa personne. Tout le reste de ses richesses partit avec vendeur d'endure. Et maintenant, il se dit n'avoir plus d'autre choix que de se transporter chez le juge hollandais. Troublé et hors de lui, il frappe rudement à la porte, puis il entre, il expose son aventure et il crie plus haut qu'il ne devrait. Quant au juge, lui, il est calme, hein, il garde son sang-froid. Et justement, il commence par lui faire payer 10 000 piastres pour le bruit qu'il a fait, quoi. Et c'est seulement après qu'il ait payé qu'il décide de l'écouter patiemment. Au final, le juge lui promet d'examiner son affaire aussitôt que vendeur d'endure sera revenu, hein. Et là encore, il va se faire payer 10 000 autres piastres pour les frais de l'audience, justement. Franchement, ce juge est en train de se faire des couilles en or. Candide était quand même prêt à payer 20 000 piastres juste pour une traversée, hein. Bon, au final, il en a payé 30 000 plus toute sa fortune. Mais c'est quand même intéressant que là, juste pour avoir exposé ses problèmes, il doit quand même payer 20 000 piastres. Alors oui, il a déjà essuyé des malheurs 1000 fois plus douloureux. Mais ici, ce qu'il détruit, c'est surtout le sang-froid du juge et aussi celui du patron hollandais qui vient juste de le voler. Cette froideur-là lui allume la bile et le plonge dans une mélancolie très noire. La méchanceté des hommes lui revient en pleine figure, dans toute sa laideur. Et oui, c'est seulement après cette expérience qu'il se dit que le monde lui montre enfin son vrai visage. Et comme Voltaire l'a dit, Candide avait à la vérité essuyé des malheurs 1000 fois plus douloureux, hein. Sauf qu'aujourd'hui, il n'a plus d'autres moyens, il n'a plus aucun moyen de se mentir, hein. Il peut plus se voiler la face, il est obligé de constater que le monde est injuste. Finalement, il repère un vaisseau français sur le point de partir pour Bordeaux. Et puisqu'il n'a plus de moutons chargés de diamants à embarquer, il décide de louer une chambre du vaisseau à juste prix.
Il fait aussi annoncer dans toute la ville qu'il payera 2000 piastres et la nourriture à un homme honnête qui voudra faire le voyage avec lui. À une condition, bien sûr, que cet homme soit le plus dégoûté de son état et le plus malheureux de la province. Une fois le bruit bien répandu, voilà qu'une foule de prétendants qu'une flotte n'aurait pu contenir se présente à lui. Candide, voulant choisir entre les plus apparents, distingue une vingtaine de personnes qui lui paraissent assez sociables et qui toutes prétendent mériter la préférence. Il les assemble dans son cabaret et il leur donne aussi à souper. Et pour les départager, il leur impose une règle très simple. Il faut que chacun fasse serment de raconter fidèlement son histoire. Et il leur promet de choisir celui qui paraîtra le plus à plaindre et le plus mécontent de son état, à plus juste titre. Il promet aussi de donner aux autres qui n'auraient pas eu la chance d'être l'élu, Luke Skywalker, quelques gratifications, donc quelques pièces, un petit dédommagement pour le temps passé et le manque de temps et en plus du repas. La séance dure jusqu'à 4 heures du matin. Candide écoute toutes leurs aventures et plus il entend, plus il se souvient de ce que la vieille lui avait dit en allant à Buenos Aires et de la gageure qu'elle avait faite, qu'il n'y a personne sur le vaisseau qui ne fût arrivé de très grands malheurs. Et à chaque histoire qu'on lui raconte, il pense à Pangloss. Il se dit, ce Pangloss serait bien embarrassé à démontrer son système. Je voudrais qu'il fût ici. Certainement, si tout va bien, c'est dans Eldorado et non pas dans le reste de la Terre. Finalement, il prend une décision et choisit un pauvre savant qui avait travaillé 10 ans pour les libraires à Amsterdam. Il se dit qu'il n'y a pas de métier au monde plus dégoûtant que celui-là. Ce savant, qui est d'ailleurs décrit comme un homme bon, a été volé par sa femme, battu par son fils et abandonné par sa fille qui s'est fait ensuite enlever par un Portugais. En plus, on vient de lui retirer le seul petit boulot qu'il avait et qui lui permettait justement de survivre. Sans oublier que les prédicants de Suriname le persécutent parce qu'ils le prennent pour un saucigien. J'imagine que vous vous demandez sûrement si vous ne savez pas, comme moi je ne savais pas. Et si vous savez, je vais quand même l'expliquer parce que je ne savais pas et puis on est beaucoup à ne pas savoir. Souvent, je me prends pour une licorne à savoir que je me dis je suis la seule à ne pas savoir cette information. Donc peut-être que ça ne vaut pas la peine de rajouter. Sauf que même les licornes ne sont pas les seules parmi les licornes à exister. Il n'y en a pas qu'une licorne, mais plusieurs. Où est-ce qu'on était? Oui. Qu'est-ce qu'un saucigien? Le socinianisme est un courant chrétien issu du XVIe siècle, fondé sur les idées du théologien italien Fausto Sozzini. La doctrine classique du christianisme dit que Dieu est un, mais en 3 personnes, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Mais qu'en plus de ça, Jésus est pleinement Dieu. Par contre, les sociniens disent que non. Pour eux, Dieu est un au sens strict. Ce qui veut donc dire que Jésus n'est pas Dieu par nature, mais plutôt un homme exceptionnel choisi par Dieu. Ça peut sembler insignifiant pour certaines personnes et surtout pour des gens qui ne sont pas croyants, mais c'est une rupture majeure en réalité, parce que la Trinité est un pilier du christianisme traditionnel. Et à l'époque, refuser la Trinité était jugé comme une hérésie très grave. Après, ce n'est pas que ça qui diverge entre les chrétiens et les sociniens. Les sociniens ne pensent pas que l'humanité soit corrompue héréditairement par la faute d'Adam. Ils ne souscrivent pas non plus à une prédestination stricte et choisissent de croire en une liberté humaine, etc., etc. Et ensemble, ils simplifient le christianisme en enlevant les éléments métaphysiques qui sont trop compliqués, quoi. Et bien que Voltaire n'était pas lui-même socinien, au sens religieux du terme, bien sûr, je pense qu'ils partageaient quand même leur volonté de soumettre la foi à la raison et justement le refus des dogmes imposés sans réflexion. Et je ne pense pas qu'ici sa volonté soit de souligner leur doctrine, mais plutôt le fait qu'ils aient été persécutés par leurs croyances, enfin pour leurs croyances, parce qu'ils ont osé penser différemment. Je vous propose de lire des textes comme par exemple le traité sur la tolérance ou bien le dictionnaire philosophique. C'est là où Voltaire défend une foi compatible avec la raison et condamne la persécution pour des divergences doctrinales.
Donc, Candide choisit cet homme décrit comme bon, bien qu'il reconnaît qu'il n'est pas plus à plaindre que les autres, mais il espère que ce savant lui saura le désennuyer pendant son voyage. Et même si les autres prétendants connaissaient déjà les enjeux de l'offre de Candide, ils trouvent quand même qu'il leur fait une grande injustice en choisissant ce savant plutôt que quelqu'un d'autre parmi eux en fait. Mais Candide arrive quand même à les apaiser en donnant à chacun 100 piastres. Et donc 100 piastres, c'est de l'ordre de plus d'un an de salaire. Non, d'un an et demi de salaire. Il est fou de donner son argent comme ça, hein. Ça devient vraiment difficile pour moi. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. C'est même pas comme s'il était pas là quand... vous savez, sur le bateau, quand ils étaient en train de partir pour Buenos Aires, c'était même pas comme s'il était pas là sur le bateau avec Cunégonde, la vieille, et tous ces gens-là qui ont raconté leurs histoires, hein. Tout le monde a voulu raconter sans demander un seul centime. Et personne n'a payé pour écouter l'histoire d'un autre. Alors qu'ici, je sais pas, depuis qu'il a cet argent, j'ai comme l'impression que, je sais pas, c'est peut-être de l'argent qu'il n'a jamais pensé en avoir dans toute sa vie, ce qui est plutôt logique, hein. C'est plus que juste gagner à la loterie, hein. Comme je dis, c'est l'homme le plus riche du monde entier. En gros, ce que je veux dire, c'est que sur le bateau, quand il était avec Cunégonde et la vieille, personne n'a payé pour écouter l'histoire d'un autre. Mais lui, pour je ne sais quelle raison, son cerveau est parti en vacances. Mais bon, restons concentrés. Et quand je dis ça, je ne parle pas de vous, bien sûr, je parle de moi. Voltaire nous apprend que ce vieux savant qui embarque avec Candide direction Bordeaux s'appelle Martin. Candide et Martin ont déjà beaucoup vu. Parfois, tu as envie de continuer une histoire sans forcément devoir rester devant l'écran. Et justement, cette vidéo existe aussi en version podcast. Même histoire, même analyse, même ambiance. Le tout dans un format beaucoup plus facile à glisser dans ta journée. Tu peux donc d'ores et déjà continuer Candide dans les transports, en marchant, en rangeant, en te préparant ou simplement quand tu as envie d'écouter sans forcément devoir regarder. Rendez-vous sur Spotify, Apple Podcasts et partout ailleurs où tu écoutes déjà tes podcasts. Il te suffit de taper WOTALES. Encore une fois, WOTALES. Ici la capsule Candide de l'optimisme. Message publicitaire terminé. Retour à la mission principale. Cap sur les catastrophes de Voltaire. Et même si le bateau doit faire voile de Suriname jusqu'au Japon en passant par le cap de Bonne-Espérance, ils vont s'occuper pendant tout le voyage en parlant du mal moral et du mal physique. Et Voltaire nous dit aussi que Candide a un avantage quand même sur Martin. Parce que là où Martin n'a plus rien à espérer, Candide a toujours l'espoir de revoir Mademoiselle Cunégonde. En plus, il a encore de l'or et des diamants sur lui. Même s'il a perdu 100 hein. Il a perdu 100 gros moutons rouges chargés du plus grand trésor de la terre. Il était quand même très riche. Et maintenant, c'est fini. Sans parler qu'il a encore sur le cœur la friponnerie du patron hollandais. Mais malgré tout ça, quand il pense à ce qui lui reste dans ses poches et quand il parle de Cunégonde, il recommence à se pencher vers le système de Pangloss. Il se retourne vers Martin et lui demande ce qu'il en pense de tout ça. Et quelle idée il a sur justement le mal moral et le mal physique. Et Martin lui dit que ses prêtres l'ont accusé d'être socinien, mais que la vérité c'est qu'il est manichéen. Candide, qui est maintenant persuadé que cet homme est en train de se foutre de sa gueule, il lui dit qu'il n'y a plus de manichéens dans le monde. Et Martin lui répond simplement que si, du moins s'il n'y en a pas ailleurs, il y en a au moins ici, il y en a au moins un. Lui. Et le truc, c'est que Martin ne peut pas s'empêcher de penser autrement, hein. C'est comme ça qu'il est fait, d'après lui. Alors Candide lui répond qu'il doit certainement avoir le diable au corps pour penser comme ça. Martin ne débat pas, hein. Il lui dit simplement que le diable se mêle tellement des affaires de ce monde qu'il pourrait très bien être dans son corps, comme partout ailleurs. Mais je vous avoue qu'en jetant la vue sur ce globe, ou plutôt ce globule, je pense que Dieu l'a abandonné à quelques êtres malfaisants. J'en exemple toujours Eldorado.
tout en ajoutant qu'il a rarement vu une ville qui ne désire pas la ruine de la ville voisine et qui n'a jamais vu de famille qui ne veuille exterminer une autre famille. Partout, les faibles ont en exécration les puissants, devant lesquels ils rampent. Et les puissants, eux, traitent les faibles comme des troupeaux dont on vend la laine et la chair. Et il ne s'arrête pas là, il va encore plus loin. Il parle d'1 million d'assassinats enrégimentés qui courent d'un bout à l'autre de l'Europe et qui exercent le meurtre et le brigandage avec discipline pour gagner leur pain, parce qu'ils n'ont pas de métier plus honnête. Même dans les villes qui paraissent en paix, là où les arts fleurissent, les hommes sont dévorés d'envie, de soins et d'inquiétude qu'une ville assiégée ne peut éprouver de fléau. Les chagrins secrets sont encore plus cruels que les misères publiques. Il a tellement vu, tellement éprouvé que ça l'a rendu manichéen. Candide lui répond qu'il y a pourtant du bon. Martin concède que c'est possible, mais lui, perso, il ne le connaît pas. Alors, je pense que quand Voltaire parle de manichéen, il ne faut pas entendre le mot au sens un peu flou qu'on lui donne parfois aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, un manichéen, c'est d'abord quelqu'un qui adhère à une doctrine religieuse très précise, le manichéisme. Le fondateur du manichéisme s'appelle Mani. C'est un chef religieux iranien du IIIe siècle. Il est né en 216 après Jésus-Christ, en Babylonie méridionale. Donc, selon cette doctrine, le monde est gouverné par deux principes éternels opposés et ennemis l'un à l'autre, le bien et le mal. Et dans cette vision, le mal n'est pas juste une faiblesse humaine, ni une erreur, ni une simple absence du bien. Le mal existe réellement, presque comme une puissance autonome. Donc, quand on traite quelqu'un de manichéen dans un contexte philosophique du XVIIIe siècle, ça veut tout simplement dire qu'il pense le monde comme un champ de bataille entre deux forces rivales. Et ces deux principes ne seraient pas mélangeables ou mélangés, ni réconciliables, mais en lutte permanente. Ce n'est pas seulement une manière de dire que quelqu'un voit tout en noir et blanc, comme on pourrait dire aujourd'hui. C'est une vraie position métaphysique, une manière d'expliquer l'existence du mal dans le monde. Et quand Voltaire parle d'1 million d'assassinats enrégimentés, je ne pense pas qu'il parle d'un peuple en particulier, mais plutôt d'un mécanique. Il parle du moment où la violence cesse d'être individuelle et devient institutionnelle. Aujourd'hui encore, on le voit dans des conflits comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou dans le conflit israélo-palestinien, où l'État d'Israël mène des opérations militaires contre le peuple palestinien, avec des pertes humaines considérables. Et justement, je suis en train de filmer cette vidéo que je filme depuis un beau moment. Ça, c'est la dernière ligne droite. Si j'arrive pas à filmer aujourd'hui, je filme la semaine prochaine. Je suis fatiguée du nombre de fois où je me suis mise ici en train de filmer cette vidéo, mais toujours un petit problème. Problème technique, problème de ci, problème de ça. Oh là là. Bref. Ça fait maintenant... On est le combien? Est-ce que je vérifie juste? On est le 18 mars. Alors, on est le 18 mars quand je filme cette vidéo et ça fait à peu près 2 semaines que les États-Unis et Israël sont en guerre avec l'Iran. Donc voilà la situation un peu mondiale qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres conflits partout ailleurs et ça depuis des années. Et donc, je pense que on n'est peut-être pas dans le contexte à l'époque de Voltaire quand il écrit Candide, où l'Europe est carrément vraiment lancée dans une guerre de religion et de conquête, justement. Mais c'est vrai que ça y ressemble un peu et ça fait un peu peur. Donc, on ne va pas trop en parler, mais en tout cas, ça fait partie de ces exemples. En gros, ce que je veux dire, c'est que peu importe le camp, peu importe le drapeau, ce que je comprends par ce que Voltaire dénonce, c'est qu'il existe un système qui rend la guerre normale, organisée, budgétisée et consciemment planifiée. Il ne dit pas que les soldats sont des monstres, mais plutôt que l'État transforme des hommes ordinaires en instruments de mort légale ou mort légitime.
Quand ils entrent chez eux, ils sont célébrés et considérés comme des héros. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas pour rien que Voltaire les appelle des héros depuis le chapitre 2 de ce conte philosophique. Tout est calibré. C'est vraiment fait exprès pour qu'on puisse comprendre dans quel monde on vit. Et puis, c'est un théâtre. Et puis, les guerres font partie de ce théâtre. Et dans ce théâtre, il y a les acteurs qui font la guerre qu'on appelle des héros. Dans notre monde, dans la vie réelle, on pourrait dire que c'est les soldats. Chez Voltaire, c'est des héros. Bref, ils finissent enfin par voir 2 vaisseaux qui combattent à environ 3 miles de distance. Et le vent les ramène tellement près qu'on a presque le plaisir de voir le combat tout à son aise. Et finalement, l'un des 2 vaisseaux lâche une bordée si basse et si juste qu'il coule l'autre à fond. Candide et Martin distinguent une centaine d'hommes sur le tillac du vaisseau qui s'enfonce. Ces hommes lèvent les mains au ciel et poussent des cris de clameur effroyables. Et tout finit par être englouti. À cet instant, Martin dit à Candide « Voilà exactement comment les hommes se traitent entre eux. » Candide n'a pas le choix que d'admettre qu'il y a quelque chose de diabolique là-dedans. Pendant qu'il parle, il aperçoit une sorte de rouge éclatant qui nage tout près de leur vaisseau. On détache la chaloupe pour voir ce que c'est et c'est l'un de ses moutons. Candide éprouve plus de joie à retrouver ce mouton qu'il n'avait été affligé d'en perdre 100, tous chargés de gros diamants d'Eldorado. Le capitaine du vaisseau vainqueur est espagnol et celui du vaisseau coulé est un pirate hollandais. Et ce pirate, c'est le même scélérat qui avait volé Candide. Et en soi, j'ai compris. En soi, c'est très clair. Mais bon, j'aimerais bien qu'on travaille en équipe, les amis. Je suis presque sûre, comme j'ai dit, de ma lecture en tout cas. Mais on a aussi constaté que je me trompe souvent. Ça m'arrive de me tromper. Je me corrige, mais je me trompe souvent. Alors, dans la logique du récit, en tout cas de ce que j'ai compris, Vendeur d'Endure n'est pas seulement un négociant. Il est aussi présenté comme quelqu'un qui fait de la piraterie, ou en tout cas qui navigue comme tel. J'ai comme l'impression que le choix de Voltaire ici est de nous montrer que le commerce respectable et la prédation, c'est parfois la même personne avec 2 étiquettes. Sur terre, il négocie, et en mer, il pirate. Et donc, le mot pirate ici sert surtout à dire que c'est un voleur professionnel. Pas juste un marchand un peu dur en affaires qui coupe les membres de ses esclaves quand un accident survient aux sucreries et quand celui-ci tente de fuir son malheur. Bref, les richesses immenses dont ce type s'était emparé se sont ensevelies avec lui dans la mer. Il n'y a qu'un mouton qui a survécu. Candide en conclut que le crime est puni, du moins quelquefois. Puis il ajoute que ce coquin de patron hollandais, donc Vendeur d'Endure, a eu le sort qu'il méritait. Mais Martin lui répond que oui. Sauf que la vraie question c'est, fallait-il aussi que les passagers du vaisseau périssent? Et il résume ça d'une phrase glaciale. Dieu a puni le fripon et le diable a noyé les autres. Ensuite, le vaisseau français et le vaisseau espagnol continuent leur route et Candide continue ses conversations avec Martin. Ils disputent pendant 15 jours et au bout de ces 15 jours, ils sont aussi avancés que le premier jour, à savoir pas du tout. Mais au moins, ils se sont parlé, ils ont partagé leurs idées et ils se sont consolés. Puis Candide, en caressant son mouton, se dit que puisqu'il a réussi à le retrouver, même s'il n'était pas en train de le chercher, puisqu'il l'a retrouvé, alors il pourrait bien retrouver Cunégonde. Au bout d'un moment, on aperçoit enfin les côtes de France et Candide demande à Martin s'il y a déjà été. Il lui répond que oui, même qu'il a parcouru plusieurs provinces. Il explique qu'il y en a où la moitié des habitants est folle, quelques-unes où on est trop rusé, d'autres où l'on est communément assez doux et assez bête, d'autres encore où l'on fait le bel esprit. Et que dans toutes, la principale occupation, c'est l'amour, la seconde, médire, et la troisième, dire des sottises. Candide veut aussi savoir s'il a vu Paris. Il lui répond encore une fois que oui, et ajoute que Paris tient toutes ces espèces-là, et que c'est un chaos, une presse où tout le monde cherche le plaisir et où presque personne ne le trouve, du moins
de ce qui lui a paru, hein. Mais il lui dit aussi qu'il y a séjourné très peu et qu'en arrivant à la foire Saint-Germain, des filous lui ont volé tout ce qu'il avait. Il dit même qu'on l'a pris pour un voleur et qu'il a dû passer 8 jours en prison. Après ça, il est devenu correcteur d'imprimerie, juste pour gagner de quoi retourner à pied en plus en Hollande. Martin connaît la canaille écrivante, la canaille cabalante et la canaille convulsionnaire. Et je pense que quand Voltaire parle de la canaille écrivante, cabalante et convulsionnaire, il est dit qu'il règle ses comptes avec le pari intellectuel. Il vise les pamphlétaires venimeux, les intrigants de salon et les fanatiques religieux. Et justement, je ne pense pas que ce soit le peuple qui l'attaque, mais plutôt les petits pouvoirs, les petites haines et les hystéries collectives. Et puis, Martin ajoute que les gens disent qu'il y a des gens fort polis dans cette ville-là. Il veut bien y croire, hein. Et c'est justement après avoir entendu tout ça que Candide lui dit qu'il n'a nulle curiosité de voir la France. Et Martin semble avoir deviné pourquoi. Quand on passe 1 mois dans Eldorado, on ne se soucie plus de rien voir sur la terre, sauf bien sûr Mademoiselle Cunégonde. Puis Candide lui dit qu'il a prévu de l'attendre à Venise et qu'il compte traverser la France pour aller en Italie. Alors il demande à Martin s'il l'accompagnerait pas. Martin répond que volontiers, hein, il accompagnera sans problème, tout en ajoutant que Venise est bonne que pour les nobles vénitiens. Il y reconnaît quand même qu'ils accueillent très bien les étrangers quand ils ont beaucoup d'argent. Et étant donné que lui n'en a pas et que Candide en a, il le suivra partout. Candide lui demande ensuite s'il pense que la terre a été originairement une mer, comme on l'assure dans ce gros livre qui appartient au capitaine du vaisseau. Et je pense que quand Candide parle de ce gros livre qui appartient au capitaine, Voltaire fait probablement allusion à Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, et à sa théorie de la Terre qui défend l'idée que certaines terres ont été recouvertes par la mer. C'est une théorie scientifique très audacieuse à l'époque. Martin n'en croit rien du tout, pas plus que toutes les rêveries qu'on leur débite depuis quelque temps. Alors, Candide demande à quelle fin ce monde a été formé. Et Martin lui répond que c'est pour les faire enrager. Puis Candide rappelle l'histoire qu'il lui a racontée concernant les 2 filles du pays des Oréons. Et il lui demande s'il n'est pas étonné de leur amour. Martin n'est pas du tout étonné. Il ne voit pas ce que cette passion a d'étrange, hein. Il en a vu des choses extraordinaires. Et maintenant, il n'y a plus grand-chose d'extraordinaire pour lui, hein. Mais Candide veut savoir si Martin pense que les hommes se sont toujours mutuellement massacrés, comme ils le font aujourd'hui. Et s'il croit aussi qu'ils ont toujours été menteurs, fourbes, perfides, ingrats, brigands, faibles, volages, lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, ambitieux, sanguinaires, calomniateurs, débauchés, fanatiques, hypocrites et sots. Et pour mieux lui répondre justement, Martin décide de lui demander s'il croit que les éperviers ont toujours mangé des pigeons quand ils en ont trouvé. Candide répond que oui, sans doute, hein. Alors Martin lui dit que si les éperviers ont toujours eu le même caractère, pourquoi est-ce qu'il veut que les hommes aient changé le leur ? Mais Candide lui dit que c'est pas pareil, hein, étant donné que les hommes sont quand même dotés du libre arbitre. C'est donc en raisonnant comme ça qu'ils finissent enfin par arriver à Bordeaux. Candide ne s'arrête dans Bordeaux qu'autant de temps qu'il en faut, hein, pour vendre quelques cailloux du Dorado et pour s'accommoder d'une bonne chaise à 2 places. Voltaire ne parle plus d'Eldorado comme d'un monde, hein, mais il parle de cailloux du Dorado. On ne cite plus le pays avec le nom complet, Eldorado. Pour moi, c'est comme si cette utopie cessait d'être un idéal pour devenir un stock de trésors. Comme si, à mesure que Candide s'en éloigne, la magie de ce monde s'évapore et avec elle, son nom en entier. Il ne reste plus qu'un Dorado, réduit à sa valeur marchande. Voltaire nous dit ensuite que Candide ne peut plus se passer de son philosophe Martin. Il est seulement très fâché de se séparer de son mouton, qui finit par laisser à l'Académie de sciences de Bordeaux. À l'Académie des sciences, je ne sais pas si j'ai dit 2 sciences, mais bon, à l'Académie des sciences de Bordeaux, laquelle propose pour le sujet du prix de cette année de trouver pourquoi la laine de ce mouton est rouge.
C'est presque absurde, hein, mais bon. Et le prix est adjugé à un savant du Nord qui a démontré par A plus B moins C divisé par Z que le mouton doit être rouge et mourir de la clavelée. À mon avis, Voltaire fait semblant de raconter un détail anecdotique. Un mouton rouge, un concours à Bordeaux, un savant, des lettres A plus B moins C divisé par Z, alors qu'en réalité, il se sert de cette petite scène pour pointer un truc énorme. La manière dont l'Europe transforme tout, même l'exceptionnel, en objet à classer, à expliquer, à posséder ou à rentabiliser. Parce que ce n'est pas juste un mouton. Ce mouton, c'est le reste vivant d'Eldorado. C'est une preuve concrète, presque absurde, mais bien réelle tout de même, que ce monde existe bel et bien, qu'il a été traversé et que ce n'était pas juste un rêve ou une fabrication de Candide. En gros, Candide quitte un monde utopique, sans prison, sans tribunaux, sans misère, sans fanatisme, avec une logique morale complètement différente. Et ce qu'il garde comme lien tangible, comme trace matérielle, c'est ce mouton-là. Donc, quand Voltaire précise que Candide est très fâché, il insiste sur un attachement affectif. Ce n'est pas seulement une perte pratique, c'est un symbole. C'est comme si Candide perdait encore un bout de son monde parfait en le laissant derrière lui. Et surtout, Candide ne le laisse pas n'importe où, hein. Il le laisse à l'Académie des sciences. Et ça, c'est déjà une intention très chargée. Parce que ça veut dire que l'utopie, le miracle, la trace d'un autre monde passe entre les mains de l'institution savante européenne. Donc, ce passage commence déjà par une question implicite, hein. Qu'est-ce que l'Europe va faire de cette preuve d'Eldorado ? Est-ce qu'elle va comprendre le sens moral du pays ou bien est-ce qu'elle va juste traiter l'objet ? Et ici, le choix du sujet est très comique en plus d'être cruel, hein. Trouver pourquoi la laine de son mouton est rouge. Le mouton vient d'un monde impossible, d'un monde utopique, un endroit qui remet en question tout le système européen. Et vous, votre obsession, c'est la laine rouge. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est ça la satire, c'est la réduction. Au lieu de regarder ce que représente Eldorado sur le plan politique, moral, philosophique et social, on se fixe sur un phénomène isolé, une curiosité. Donc j'ai presque envie de dire que Voltaire montre l'Europe qui sait faire exactement ce qu'elle sait faire. Découper le réel, choisir un détail, le mettre en vitrine et en faire un objet de compétition. Comme si l'utopie, au lieu d'être un modèle ou un miroir, devient une énigme technique. C'est un peu comme pour nous dire qu'on peut être très savant et quand même passer à côté de l'essentiel, hein. Et en ce qui concerne ce A plus B moins C divisé par Z, je trouve qu'il caricature simplement le style démonstratif, hein, le langage mathématisé et la preuve qui impressionne. Mais attention, hein, je suis pas en train de dire que Voltaire est en train de nous dire que les maths sont nuls, hein. Il serait peut-être plus juste de dire qu'il se moque de la posture. Cette démonstration qui sert surtout à donner un air de grandeur. A plus B moins C divisé par Z. Comme pour nous dire, regardez comme c'est savant, regardez comme c'est scientifique. C'est le prestige du calcul, de la formule et du raisonnement qui se donne des allures irréfutables. Donc Voltaire serait sûrement en train de viser le formalisme, le jargon, la complexité exhibée et le raisonnement qui devient un spectacle. Ce moment où une méthode, au lieu d'éclairer, sert à impressionner, où on se protège derrière un appareil savant pour ne pas regarder la réalité brute. Et ce mouton qui est une trace d'Eldorado finit par mourir en Europe. Donc on peut presque lire ça comme l'utopie dès qu'elle arrive dans le monde européen est condamnée, disséquée, réduite puis détruite. Et là, on se rend compte que ce n'est pas que le fanatisme religieux qui est attaqué dans ce conte, mais que même la raison, même la science peut devenir ridicule ou même dangereuse si elle oublie le réel humain. J'ajouterais aussi qu'on peut lire ce passage comme une auto-ironie ou bien une lucidité interne. Les Lumières, ce grand mouvement intellectuel dont Voltaire est l'une des figures emblématiques, peuvent elles aussi tomber dans leur propre travers. L'esprit encyclopédique peut devenir une accumulation stérile.
L'explication peut remplacer le sens et le savoir peut remplacer la sagesse. Et en plus, Eldorado, c'est justement une société raisonnable, mais pas au sens académique. C'est une raison vécue, une raison appliquée ou bonheur collectif, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Alors que l'Europe, elle, a parfois une raison qui tourne à vide et qui produit des textes, des concours et des démonstrations sans produire une société meilleure. Donc, s'il faut absolument trancher, je dirais plutôt que le cible réel, oui, c'est les scientifiques, mais que c'est surtout la civilisation qui, malgré le fait d'être savante, peut rester moralement brutale. Bon, je clôture la parenthèse mouton rouge parce que je crois qu'on y est resté un peu trop longtemps et comme on dit en anglais, the show must go on. Tous les voyageurs que Candide rencontre dans les cabarets de la route lui disent « Nous allons à Paris ». Et pour le coup, cet empressement général finit par lui donner envie de voir cette capitale. Et au fond, il ne se détourne pas vraiment du chemin de Venise. Une fois dans le faubourg Saint-Marceau, Candide croyait dans le plus vilain village de la Westphalie. Et à peine est-il dans son auberge qu'il se retrouve attaqué d'une maladie légère causée par ses fatigues. Et comme il a au doigt un diamant énorme et qu'on a aperçu dans son équipage une cassette prodigieusement pesante, il se retrouve rapidement entouré de 2 médecins qu'il n'a même pas mandés. Quelques amis intimes qui ne le quittent pas et 2 dévotes. Je trouve ça intéressant. Bon, 2 dévotes qui lui chauffent ses bouillons. Mais je trouve ça intéressant que tout d'un coup, le voilà qui va en France pour la toute première fois. Il se retrouve avec des amis intimes alors qu'il n'a jamais mis les pieds à Paris. Et puis que, en tout cas, Voltaire ne nous dit pas qu'il connaît qui que ce soit à Paris à part Martin qui y a été. Mais du coup, Martin, il était avec lui. Mais bon, Martin commente la scène en disant... Je me souviens d'avoir été malade aussi à Paris de mon premier voyage. J'étais fort pauvre. Aussi n'eus-je ni amis, ni dévotes, ni médecins, et je guéris. Martin est en train de dire que, en soi, Candide n'a pas besoin de tout son entourage pour guérir, mais il a quand même un avantage avec tout cet argent, et ayant autant de gens autour de lui, il va sûrement guérir plus rapidement. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que la logique veut. Quand on est soigné et puis qu'on a des privilèges que des personnes pauvres n'ont pas, c'est-à-dire avoir accès à une médecine, logiquement, ils devraient guérir plus vite que nous qui n'ont rien. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'à force de médecine et de saigner, la maladie de Candide devient sérieuse. Et je me demande même si ils n'ont pas aggravé son état exprès pour qu'il continue à leur payer. Un habitué du quartier vient, tout en douceur, lui demande un billet payable au porteur pour l'autre monde. Autrement dit, l'au-delà. The afterlife, ok? Et justement, j'ai l'impression que le vocabulaire ici est très bancaire. On ne parle plus pas de foi. Ce que je comprends, c'est que Voltaire suggère que le salut est devenu un produit financier. On exploite la maladie et la peur de la mort, en fait, pour obtenir une signature. Il ne critique pas la religion en soi, mais sa transformation en commerce. Sauf que Candide n'en veut rien faire. Mais les dévotes lui assurent que c'est une nouvelle mode. Alors Candide leur dit « Écoutez les gars, ok, je ne suis pas un homme à la mode. » Alors que Martin de son côté, il veut jeter l'habitué par les fenêtres. Puis le clerc jure qu'on n'enterrera pas Candide, ce qui pousse Martin justement à jurer à son tour qu'il enterrera le clerc s'il continue à les importuner. La querelle s'échauffe carrément et Martin le prend par les épaules et le chasse rudement. Et apparemment, ça va tellement loin qu'on fait un procès-verbal. Alors, récapitulons un peu. Quand cet habitué du quartier vient demander à Candide un billet payable au porteur pour l'autre monde, l'au-delà, the afterlife, comme j'ai dit avant, on n'est plus tellement dans la foi, mais dans la transaction. On peut que constater qu'on est arrivé dans une réalité et une logique contractuelle où le salut devient conditionnel. Et il semble que dans certaines pratiques religieuses de l'époque de Voltaire, les rites, les messes, les sépultures et les indulgences peuvent être associés à des contributions financières. Et donc, si les saluts dépendent d'un billet, alors que devient le pauvre? Si une bonne sépulture dépend d'un paiement, alors que devient celui qui n'a rien? Même si Voltaire n'est pas frontal dans ses propos, il fait quand même sentir l'injustice, parce que la logique devient
Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez sécuriser votre salut. Et là, justement, la religion quitte le terrain spirituel, il quitte la pièce, il quitte tout pour entrer dans celui de la hiérarchie sociale. Cette foi qui devrait être universelle devient soumise aux règles économiques. C'est une double peine en fait. Le pauvre souffre alors qu'il est vivant et même dans sa mort, on lui suggère qu'il ne pourra pas être enterré dignement. Et c'est là que je me dis que le travail de Voltaire est vraiment intemporel. Parce que la question que pose Voltaire pour moi dépasse son époque. Que se passe-t-il quand un système spirituel, idéologique ou institutionnel associe des bénéfices symboliques à des contributions financières? Bref, finalement, Candide guérit et pendant sa convalescence, il a très bonne compagnie à souper chez lui. Non mais tu m'étonnes, avec tout l'argent qu'il a, logiquement il va continuer à garder des amis. J'ai même envie de dire qu'heureusement pour lui qu'il a été épargné, comme ça il peut rester en vie et continuer à leur donner de l'argent. Mais ils auraient pu très bien, le zigouiller et puis lui prendre tout son argent et tous ses bijoux, etc., et plus de Candide. Et j'imagine qu'on joue à des jeux de cartes, en tout cas c'est comme ça que c'est insinué. À un moment donné, Candide se retrouve tellement étonné que jamais les as ne lui viennent, quoi. Alors que Martin ne s'en étonne pas du tout. Voltaire suggère ici une forme d'escroquerie mondaine. Ce n'est pas une arnaque spectaculaire, mais plutôt une prédation élégante. Et j'ai lu quelque part qu'à Paris, on ne vole pas brutalement, on dépouille avec grâce. Il semble que le hasard, dans certains salons, a tendance à favoriser ceux qui tiennent les cartes bizarrement. Et parmi ceux qui lui font les honneurs de la ville, il y a un petit abbé périgourdin. Alors, au XVIIIe siècle, le terme petit abbé désigne bien un homme originaire du Périgord. Mais ce qui en fait presque un type social, c'est surtout la partie petit abbé, qui désigne un homme d'église, souvent sans grande charge spirituelle, très présent dans les salons. Il est généralement habile, flatteur et sert souvent d'intermédiaire. Et même Voltaire le décrit comme l'un de ces gens empressés, toujours alerte, toujours serviable, effronté, caressant et accommodant. Ces gens qui guettent les étrangers à leur passage, qui leur racontent l'histoire scandaleuse de la ville et qui leur offrent des plaisirs à tout prix. Ce petit abbé est vraiment le stéréotype de ce qu'on vient de décrire. Une fois sympathisé, il amène d'abord Candide et Martin à la comédie, où on joue une nouvelle tragédie, donc il les emmène au théâtre. Candide se retrouve placé auprès de quelques beaux esprits et pleure à des scènes jouées parfaitement. Mais dans un entr'acte, l'un de ses raisonneurs qui est à ses côtés lui dit qu'il a tort de pleurer, que cette actrice est vraiment mauvaise et que l'acteur qui joue avec elle est encore plus mauvais acteur qu'elle, tout en ajoutant que la pièce est encore plus mauvaise que les acteurs et que l'auteur ne sait pas un mot d'arabe et pourtant la scène est en arabe. Il ajoute encore que l'auteur est un homme qui ne croit pas aux idées innées. Puis il lui assure qu'il lui apportera demain une vingtaine de brochures contre lui justement, histoire de bien renforcer son argument. Après ça, Candide demande à l'abbé combien est-ce qu'il y en a de pièces de théâtre en France. Il y en a 5 ou 6 000. Il répond que c'est beaucoup. Puis il demande combien il y en a de bonnes. Mais en tout cas, Martin, il dit « Ah, c'est beaucoup !» Candide est très content de l'actrice qui a joué la reine Elisabeth dans une tragédie assez plate. Il partage ce sentiment avec Martin parce qu'elle lui plaît vraiment beaucoup. Et en plus de ça, il semble qu'elle a un faux air de Mademoiselle Cunégonde et qu'il serait bien aise de la saluer. En gros, il a envie de passer du temps avec elle, quoi. En entendant ça, l'abbé Périgourdin s'offre à l'introduire chez elle. Et Candide, qui a été élevé en Allemagne, demande quelle est l'étiquette. Comment est-ce qu'on traite en France les reines d'Angleterre? Il faut distinguer. En province, on les mène au cabaret. À Paris, on les respecte quand elles sont belles et on les jette à la voirie quand elles sont mortes. Candide s'étonne. Des reines à la voirie? Mais même Martin lui répond que oui, vraiment, monsieur l'abbé a raison. En gros, il dit la vérité. Puis Martin ajoute qu'il était à Paris quand mademoiselle Monime était passée, comme on dit, de cette vie à l'autre. Donc, à l'autre vie, à l'autre monde, l'au-delà, the afterlife.
On lui avait refusé ce que ces gens-là appellent les honneurs de la sépulture. Et elle a été condamnée à pourrir avec tous les gueux du quartier dans un vilain cimetière. Elle a été enterrée toute seule de sa bande au coin de la rue de Bourgogne, je crois. Et Martin dit aussi que ça a dû lui faire une peine extrême, une humiliation terrible, elle qui se pensait si noble. Alors ici, je suis très fascinée par la réflexion de Candide qui ne semble pas faire de différence entre une actrice qui joue le rôle d'une reine et une vraie reine. Mais en plus de ça, la réponse de l'abbé est très forte, pour ne pas dire féroce. En province, on les mène au cabaret. À Paris, on les respecte quand elles sont belles et on les jette à la voirie quand elles sont mortes. Ce que ça signifie, c'est que tant qu'elles sont belles, tant qu'elles plaisent, on les admire. Tant qu'elles sont jeunes et séduisantes, on les encense. Mais qu'une fois mortes, elles ne valent plus rien, mais alors plus rien du tout. On les jette à la voirie comme des vulgaires déchets. Je me suis demandé si cette mademoiselle Monime était une vraie personne ou une invention de Voltaire. Et j'ai rapidement découvert qu'elle est d'abord un personnage tragique de Racine dans Mithridate. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais ça ne serait sûrement pas tardé parce que ça me donne déjà envie de le lire. Mais il semble qu'ici, Voltaire ne parle pas du personnage, mais plutôt d'une actrice qui a joué le rôle de Monime. Alors, après ma petite investigation, ma petite enquête, je me dis qu'il est très probable que Voltaire fasse référence à Adriane Lecouvreur, une immense actrice tragique qui a joué Monime et qui est morte en 1730. Et elle a effectivement été privée de sépulture religieuse, parce que les comédiennes apparemment à l'époque étaient considérées comme moralement suspects par l'Église parce qu'ils vivaient de la représentation et aussi de la feinte. On les accusait donc de mener une vie contraire aux valeurs religieuses. Certains se voyaient refuser les sacrements et même une sépulture chrétienne comme pour Adriane. Et j'ai aussi découvert que Voltaire était proche d'Adriane Lecouvreur et qu'il n'a jamais oublié cette injustice que son ami a été victime. En tout cas, Candide répond que c'est bien impoli. Mais Martin lui dit « Que voulez-vous ? Ces gens-ci sont ainsi faits. Imaginez toutes les contradictions, toutes les incompatibilités possibles. Vous les verrez dans le gouvernement, dans les tribunaux, dans les églises et dans les spectacles de cette drôle de nation. » Puis Candide pose la question suivante. « Est-il vrai qu'on rit toujours à Paris ?» L'abbé lui répond que oui, mais que c'est en enrageant, car on s'y plaint de tout avec grand éclat de rire. Même on y fait en riant les actions les plus détestables. Ensuite, Candide demande quel est ce gros cochon qui disait tant de mal de la pièce qui lui a tellement fait pleurer et des acteurs qui lui ont fait tant plaisir. Pour moi, ce n'est pas une réfutation ni même un contre-argument, c'est une blessure qui parle. Il a pleuré, il a été touché par l'acting des acteurs. Et l'autre vient lui expliquer que tout ça c'est mauvais, ridicule en plus d'être indigne. Ce que Candide ne supporte pas, ce n'est pas qu'on analyse la pièce comme je suis en train d'analyser cette œuvre en ce moment, mais c'est qu'on invalide son émotion. Il défend moins l'œuvre que le droit d'avoir été ému. Sa réaction est naïve, certes, mais on peut tous être d'accord qu'on a tous déjà été une fois dans notre vie vexés par quelqu'un qui avait invalidé nos émotions dans un contexte similaire. Et donc, vu comme ça, on peut peut-être se dire que Voltaire suggère peut-être qu'ici, la lucidité n'oblige pas à l'arrogance. On peut analyser sans humilier ou même comprendre sans écraser. Et peut-être que dans cette scène, le plus raisonnable, ce n'est ni le naïf, ni même le cynique, mais celui qui saurait garder à la fois l'esprit critique et le respect de l'émotion. L'abbé lui répond en parlant justement de ce gros cochon que c'est un mal vivant, que ce type gagne sa vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les livres, qu'il est quiconque réussi comme les eunuques haïssent les jouissants, qu'il est l'un de ces serpents de la littérature qui se nourrit de fange et de venin. C'est un folliculaire.
Et franchement, je vais pas vous mentir, j'aurais pu chercher ce que voulait dire folliculaire. Sauf que là, à cet instant précis dans l'histoire, même Candide n'a pas compris ce que ça veut dire. Hein. On est en train de vibrer, on est sur la même fréquence. Alors, il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire folliculaire? L'abbé répond que c'est un faiseur de feuilles, un F, donc un F, 3 petits points. Et ici, justement, je pense que ce F, 3 petits points, désigne très probablement Élie-Catherine Fréron, un critique contemporain de Voltaire et aussi un adversaire déclaré. Et je pense qu'en l'appelant faiseur de feuilles, c'est comme si Voltaire le réduit à un fabricant de papier, un polémiste de métier, quoi. C'est donc sous couvert de fiction que Voltaire règle un compte bien réel avec la presse critique, hein, qui vit de la démolition des œuvres, justement. En plus, quand Voltaire écrit F, 3 petits points, ça me rappelle un petit peu le moment quand il avait écrit quelques chapitres plus tôt avec le C, 3 petits points, quand il avait dit « Oh, che sciaguro d'essere senza k ». Dans les deux cas, l'absence devient plus parlant que le mot lui-même, en fait. Voltaire transforme la retenue apparente en une sorte d'arme stylistique. Et c'est donc comme ça que Candide, Martin et l'abbé Périgourdin raisonnent sur l'escalier. Puis il ajoute que même s'il est très empressé de revoir mademoiselle Cunégonde, il voudrait pourtant souper avec mademoiselle Clairon, parce qu'elle lui a paru admirable. Mais l'abbé n'est pas homme à approcher de mademoiselle Clairon parce qu'elle ne voit que bonne compagnie. Il ajoute aussi qu'elle est engagée pour ce soir, mais il promet qu'il aura l'honneur de mener Candide chez une dame de qualité. Bon, ralentissons un tout petit peu. J'ai découvert que mademoiselle Clairon est aussi une vraie actrice, ok? Et donc, pas une invention de Voltaire. De son vrai nom, Claire Joseph Hippolyte Léris de Latude. Elle était l'une des plus grandes actrices tragiques du XVIIIe siècle. Elle a joué de grands rôles classiques comme par exemple Phèdre de Racine ou bien Hermione dans Andromaque, Roxane dans Bajazet, mais elle a aussi joué plusieurs rôles dans plusieurs pièces de Voltaire comme par exemple Idamé dans L'Orphelin de la Chine ou bien Adelaide dans Tancrède ou encore Olympie. Autrement dit, on parle d'une vedette tragique reconnue. Et ce qui est justement très intéressant dans cette œuvre, c'est que Voltaire construit un contraste. Candide voudrait souper avec mademoiselle Clairon parce qu'elle lui a paru admirable. Le texte laisse clairement entendre que Candide adore cette actrice que ce critique vient justement de rabaisser. Et là, je pense que la question se pose, hein. Est-ce que la critique du raisonneur est objective? Perso, je ne pense pas vraiment, hein. Ou du moins, Voltaire ne nous demande pas de lui donner raison. Hein. Au contraire, tout est fait pour ridiculiser ce type de personnage. Candide a été ému. Les scènes sont dites comme jouées parfaitement. On nous le dit dans le livre, les scènes sont jouées parfaitement. Et le critique vient et il détruit tout. L'actrice, la pièce et l'auteur, presque par réflexe de supériorité, on dirait. Comme si le simple fait de tout rabaisser le rendait plus intelligent que les autres. Et le passage devient encore plus ironique justement quand on sait que mademoiselle Clairon est historiquement une très grande tragédienne. Du coup, cette scène ressemble moins à une critique sérieuse du théâtre qu'à une satire du critique mondain, de ce beau parleur qui démolit tout, pas parce qu'il voit mieux, hein, mais parce qu'il veut paraître au-dessus. Et pour ce qui concerne Candide, il pense que juste parce qu'il a aimé la performance de cette actrice, que ça veut dire qu'il peut la côtoyer et faire connaissance avec elle. Mais l'abbé Périgourdin lui ramène immédiatement à la réalité sociale. Il lui dit qu'il n'est pas homme à approcher de mademoiselle Clairon, parce qu'elle ne voit que bonne compagnie. Et je dirais pas forcément que l'abbé Périgourdin est un homme sans valeur. Et je pense que ça serait peut-être mieux de dire que c'est un homme sans assez de poids social, sans assez de rang et sans assez d'accès. Autrement dit, il n'est pas au niveau du cercle où évolue mademoiselle Clairon. Il n'a pas l'aura, ni le crédit, pas la qualité mondaine nécessaire pour s'en approcher librement. Et c'est justement ce qui est intéressant, parce qu'il fréquente les salons, il sert même d'intermédiaire, il connaît du monde, mais ce qu'il ne connaît pas, c'est ce monde-là. Il est dans ce qu'on appelle les marges du prestige,
mais pas dans son centre. Et c'est là qu'on comprend quelque chose de très simple en tout cas. À Paris, l'émotion ne suffit pas en ce qui concerne Candide, le talent ne suffit pas en ce qui concerne l'abbé Périgourdin avec son talent social de beau parleur, etc. Et en plus de ça, l'administration ne suffit pas. Il faut aussi les bons réseaux, la bonne compagnie, le bon nom et le bon monde. J'irais même jusqu'à dire que le théâtre n'est pas seulement un lieu d'art, c'est un lieu de hiérarchie. On admire sur scène, mais hors scène, on fonctionne par réseau. Et immédiatement, l'abbé détourne Candide vers autre chose. Enfin, vers une dame de qualité. Il lui dit que c'est quand il aura rencontré cette dame de qualité qu'il connaîtra Paris, comme s'il y avait vécu 4 ans. Candide, qui est naturellement très curieux, se laisse mener chez cette dame au fond du faubourg Saint-Honoré. Quand ils arrivent, on est occupé d'un pharaon, donc d'un autre jeu de cartes. Et 12 tristes pontes tiennent chacun en main un petit livre de cartes, registres cornus de leurs infortunes. Et un grand silence règne. La pâleur est sur le front des pontes et l'inquiétude sur celui du banquier. Donc, juste pour mettre les choses un petit peu au clair, pour ceux qui n'ont pas compris, comme moi, j'avais pas compris, c'est un jeu d'argent. La maîtresse de maison qui est assise à côté du banquier surveille avec des yeux de lynx tous les coups, toutes les relances et toutes les petites marques que les joueurs font sur leurs cartes. Elle les fait décorner avec une attention sévère, mais tout en restant polie bien sûr. Elle ne se fâche pas du tout, de peur de perdre ses pratiques. Cette maîtresse de maison se fait appeler la marquise de Paroliac. Et sa fille, qui est âgée de 15 ans, est au nombre des pontes. Elle avertit d'un clin d'œil des friponneries de ces pauvres gens qui tâchent de réparer la cruauté du sort. C'est à cet instant que l'abbé Périgourdin, Candide et Martin finissent enfin par rentrer. Personne ne se lève, personne ne les salue et personne ne les regarde. Ils sont tous tellement absorbés par le jeu. Candide ne peut pas s'empêcher de faire cette petite remarque au sujet de l'accueil. Il dit que Madame la baronne de Thunderton Trunk était plus civile. Et je pense justement que c'est en entendant cette remarque que l'abbé Périgourdin décide de s'approcher de l'oreille de la marquise et elle se lève immédiatement. Enfin, à moitié, Elle honore Candide d'un sourire gracieux et Martin d'un air de tête tout à fait noble. Alors, je trouve cette comparaison avec la baronne très intéressante. Candide nous fait comprendre qu'elle incarnait un monde cohérent, où on saluait, où l'on accueillait et où les codes étaient clairs. Et ici, les codes existent aussi, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière. Et ce n'est pas pour dire que ce qui est démontré ici est un manque de politesse, mais c'est plus une politesse conditionnelle. Parce que dès que l'abbé Périgourdin s'approche, dès qu'il murmure à l'oreille de la marquise, comme par hasard, j'ai envie de dire, tout change. Et elle se lève à moitié. Et je trouve justement que ce à moitié est quand même capital. Elle ne reste pas assise, mais elle ne se lève pas entièrement non plus. Ce n'est pas un élan, ce n'est même pas un geste spontané, c'est un geste mesuré, un minimum requis. Elle accomplit le code, mais sans s'engager totalement non plus. Puis elle offre à Candide un sourire gracieux et à Martin un air de tête tout à fait noble. Tout est calibré. On sent que l'accueil dépend de l'introduction. Ce n'est pas qu'on existe parce qu'on est entré dans la pièce, mais on existe parce que quelqu'un nous valide. La baronne saluait par principe alors que la marquise salue par réseau. Et donc, ce n'est pas un monde plus élégant, ce n'est pas un monde plus chaleureux, c'est un monde plus stratégique, comme si on n'y est admis qu'à moitié. Par la suite, elle fait donner un siège et un jeu de cartes à Candide et en un rien de temps, le voilà qui perd 50 000 francs en 2 tailles. Difficile de ne pas se souvenir de cette époque-là quand Candide était malade et puis qu'il jouait à un jeu de cartes avec des soi-disant amis et de ces as qui ne lui venaient jamais. Donc lui s'en étonnait alors que Martin, non. Sûrement parce qu'il avait compris la mascarade. Et ici, encore une fois, c'est comme si Candide croit encore au hasard. Et en plus, ce que je trouve chouette, c'est que Voltaire ne dit pas qu'on triche. En fait, il ne le dit jamais.
En revanche, ce qu'il fait, c'est de nous montrer un monde où la naïveté coûte cher, vraiment très cher. Bref, après ce jeu de cartes, en tout cas pendant, je suis pas très sûre, hein, je pense que c'est pendant. Bref, il commence à manger, mais tout le monde reste quand même étonné que Candide ne soit pas plus ému que ça de sa perte. Il a quand même perdu 50 000 francs. Hein. Alors, les laquais commencent à se dire entre eux, dans leur langage de laquais bien sûr, il faut que ce soit quelques milords anglais. Quant à la qualité du souper, Voltaire nous dit que c'est comme la plupart des soupers de Paris, hein. C'est-à-dire d'abord du silence, ensuite un bruit de parole qu'on ne distingue pas vraiment, puis des plaisanteries parmi lesquelles la plupart sont insipides. Le mauvais raisonnement, un peu de politique et beaucoup de médisance. On parle même de livres nouveaux. L'abbé Périgourdin demande si on a vu le roman du sieur Gotcha, un docteur en théologie. L'un des convives répond que oui, mais qu'il n'a pas pu l'achever, qu'ils ont une foule d'écrits impertinents, mais que tous ensemble, ils n'approchent pas de l'impertinence de Gotcha, docteur en théologie. Et ce que je trouve surtout ironique, c'est le fait que Voltaire répète docteur en théologie 2 fois en seulement quelques lignes. Je pense que c'est 3 ou 4 lignes. Hein. La répétition n'a pour moi presque aucune utilité informative, hein, parce que la première mention suffit largement pour, en tout cas pour moi, lectrice, de comprendre que c'est le métier de Gotcha, il est docteur en théologie. Donc, je me dis que si Voltaire le répète, c'est forcément que c'est une répétition qui sert à quelque chose. Et je pense qu'elle sert à le rabaisser. Parce qu'au lieu de lui donner plus d'importance, ce titre finit par sonner comme une étiquette ridicule. Comme si Voltaire disait « Regardez ce grand docteur en théologie, cet homme censé représenter le savoir, l'autorité et la gravité. » Le voilà qui se retrouve tout de même rangé parmi les écrits impertinents. Et je dirais même au sommet de l'impertinence, étant donné qu'il est en train de dire que tous ensemble, tous ces écrits impertinents, il ne dépasse pas l'impertinence de Gotcha. Et donc ce n'est pas malgré son titre qu'on se moque de lui en fait, mais c'est justement à cause de ce titre. Dans la première phrase, un docteur en théologie sonne encore comme une présentation presque sérieuse, hein, comme si l'on introduisait un homme de savoir, quelqu'un qu'on devrait lire et respecter. Mais quand la même formule revient aussi vite en plus, on finit très rapidement par comprendre que ça ne sert pas à présenter Gotcha, mais à souligner l'écart entre ce qui est censé être et ce qui vaut réellement dans cette conversation. Ce convive ajoute aussi qu'il est si rassasié de cette immensité de détestables livres qui les inondent et qui s'est mis à ponter au pharaon. Autrement dit, il est tellement écœuré par la masse de mauvais livres qu'il préfère encore jouer à un jeu d'argent. Et ici, Gotcha, comme la plupart des personnages dans ce conte philosophique, n'est pas cité par hasard. Ce n'est pas un nom jeté au vent comme ça. Gabriel Gotcha, souvent appelé l'abbé Gabriel, est un théologien réel qui écrivait contre les philosophes. Et ça, y compris Voltaire. Hein. Gotcha avait attaqué la pucelle d'Orléans, l'un des poèmes burlesques et satiriques de Voltaire, dans lequel Voltaire reprend la figure de Jeanne d'Arc, qui était aussi connue sous le nom de la pucelle. Puis le nom a subi une évolution entre 1475 et 1480, devenant la pucelle d'Orléans. Il faut sachez que Jeanne d'Arc est un personnage presque intouchable de l'histoire de la France. Hein. C'est une figure patriotique et religieuse très forte. Mais au lieu d'en faire une héroïne sacrée et solennelle pour le coup, Voltaire la traite sur un ton moqueur, léger et parfois franchement obscène. Et je pense que son but était de la désacraliser complètement. Et donc, au lieu de répondre à Gotcha dans un traité par exemple, Voltaire le glisse dans une satire. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans la toute première vidéo de Candide, à savoir que Voltaire pense que le rire est plus fort qu'un discours ou même un sermon. Je suis plutôt d'accord avec lui. Hein. Donc, au lieu de discuter ses arguments, il suggère qu'ils sont médiocres, qu'il n'est plus un docteur respectable, mais plutôt un symptôme. L'abbé Périgourdin demande ensuite ce qu'on dit des mélanges de l'archidiacre T, donc T, 3 petits points.
Et malgré le fait que Voltaire ne donne pas le nom en entier, il semble que tout le monde, à l'époque du moins, savait de qui il s'agissait. C'est une manière élégante et subtile d'en attaquer à un auteur réel. Et comme pour Gotcha, Voltaire ne discute pas ses idées. Et donc, à mon avis, la personne qui est visée ici est très probablement Nicolas Charles Joseph Trublet, plus connu sous le nom de l'abbé Trublet, un homme d'église, un académicien, un auteur respecté qui écrivait des réflexions morales et littéraires. Et je dirais que Voltaire s'en prend à une forme de pensée douce, installée et respectable. Trublet représente une autorité culturelle décrite comme tranquille. Donc on parle d'un homme reconnu qui parle littérature avec un ton moral et académique. Et pour beaucoup, ça pourrait être rassurant, mais il semble que pour Voltaire, c'est surtout étouffant. Il est aussi très possible qu'il s'agisse là de quelque chose de plus personnel, encore une fois, parce que Trublet avait attaqué certaines œuvres de Voltaire. Apparemment, ce n'était pas méchant, mais bon, un jugement tout de même. Et Voltaire supporte très mal d'être jugé, surtout par une pensée qu'il estime plate. Et tout comme il trouve ça étouffant, il décide de le noyer dans la masse des livres médiocres qui inondent le monde, comme il dit. Parce que même si Voltaire défend la liberté d'esprit, il a aussi son ego. Il combat les dogmes, mais il ne pardonne pas facilement ceux qui le critiquent. Puis la marquise de Paroliac répond que c'est ennuyeux à mourir, qu'il dit curieusement ce que tout le monde sait déjà. Il discute pesamment ce qui ne vaut pas la peine d'être remarqué légèrement. Il s'approprie sans esprit l'esprit des autres. Il gâte ce qu'il pile, comme il me dégoûte. Mais il ne me dégoûtera plus. C'en est assez d'avoir lu quelques pages de l'archidiacre. Coucou tout le monde, alors si jamais on est le jour d'après, petit problème technique, mon audio, tout l'audio est parti en fait. Pouf. Non, je vais pas en parler. En vrai, on s'en fout, En vrai de vrai, non, je vais pas en parler. Puis Voltaire nous apprend qu'à cette table, il y a aussi un homme savant et de goût qui appuie tout ce que dit la marquise. Ensuite, on change de sujet et on commence à parler tragédie. La dame demande pourquoi est-ce qu'il y a des tragédies qu'on joue quelquefois et qu'on ne peut pas lire. Et l'homme de goût explique très bien comment une pièce peut avoir quelques intérêts et n'avoir presque aucun mérite. Et puis, il prouve en peu de mots que ce n'est pas assez d'amener une ou deux de ces situations qu'on trouve dans tous les romans et qui séduisent toujours les spectateurs, mais qu'il faut savoir être neuf sans être bizarre, souvent sublime et toujours naturel, connaître le cœur humain et le faire parler, être grand poète, sans que jamais aucun personnage de la pièce paraisse poète. Savoir parfaitement sa langue, la parler avec pureté, avec une harmonie continue, sans que jamais la rime coûte rien au sens. Et que quiconque n'observe pas toutes ces règles peut faire une ou deux tragédies applaudies au théâtre, mais il ne sera jamais compté au rang des bons écrivains. Alors là, je ne sais pas du tout de qui Voltaire parle, mais je trouve qu'il fait quelque chose de très intéressant. En apparence, on est juste dans une conversation mondaine sur le théâtre, alors qu'au fond, il glisse quand même une vraie réflexion sur ce qu'est une bonne tragédie et sur la différence entre succès, effet et vraie valeur littéraire. Tout commence par la question de la dame. Elle demande pourquoi est-ce qu'il existe des tragédies qu'on peut voir jouer quelquefois, mais qu'on ne peut pas lire. Autrement dit, comment une pièce peut-elle fonctionner sur scène, faire de l'effet, émouvoir, captiver un soir et pourtant ne pas tenir debout quand on la relit tranquillement chez soi. L'homme de goût lui répond en lui disant que le théâtre peut parfois séduire avec très peu. Un acteur fort, une scène frappante, une émotion vive, une situation romanesque, un grand cri, une grande entrée et finalement une mort spectaculaire. Bref, une pièce peut produire de l'effet sans avoir de vrai mérite. Et là, j'ai envie de dire qu'on est face à deux choses qui s'opposent. D'un côté, les pièces qui reposent sur une, voire deux situations efficaces. Le genre de scène qu'on retrouve dans beaucoup de romans et qui attrape facilement le public. De l'autre, les vraies tragédies. Celles qui tiennent sur la durée. Celles qu'on peut encore lire, admirer et respecter en dehors du théâtre.
Et pour lui, ça demande beaucoup plus. Il faut être neuf, donc original, mais sans être bizarre. C'est-à-dire sans tomber dans l'excès gratuit. Il faut être sublime, donc élevé, fort et intense. Mais toujours naturel, sans jamais forcer. Il faut connaître le cœur humain, de ce fait, comprendre les passions, les contradictions, les désirs, les faiblesses et faire parler les personnages comme des êtres vivants, pas comme des machines à beau vers. Et donc ici, on se rend bien compte que pour Voltaire, il ne suffit pas d'écrire poétiquement. Il faut que les personnages restent crédibles. Quand il dit qu'il faut être grand poète sans qu'aucun personnage paraisse poète, ça veut dire que le style doit être élevé, beau, en plus d'être harmonieux. Il ne doit jamais donner l'impression que les personnages sont en train de faire de la littérature. Ils doivent parler comme des êtres humains pris dans une situation tragique, pas comme des auteurs déguisés en héros. Et la phrase sur la rime va dans le même sens. La rime ne doit jamais coûter quelque chose au sens. Ce qui veut simplement dire qu'on ne doit jamais sentir que l'auteur choisit ses mots pour faire son vers au lieu de servir la vérité de la scène. Donc ce passage au fond fait la différence entre une pièce qui plaît au public et une œuvre qui a une vraie valeur littéraire. Une pièce peut réussir sur scène, être applaudie, produire son petit effet et pourtant ne jamais entrer au rang des bons écrivains. Et du coup, je ne sais pas quelle impression vous avez, mais j'ai comme l'impression d'entendre Voltaire lui-même parler, qui ne se contente pas de moquer le mauvais goût. Il formule aussi sa propre idée de la tragédie. Une tragédie qui ne repose ni sur le hasard, ni sur les coups de théâtre faciles, ni sur les grands gestes vides, mais sur la justesse, la maîtrise de la langue, la compréhension du cœur humain et une grandeur qui reste toujours vraie. Et donc, à mon avis, quand Voltaire décrit ce qui est une vraie tragédie, il pense très clairement au modèle du théâtre classique, ou du moins, ça y ressemble. Je parle surtout des auteurs comme par exemple Racine avec Phèdre, Andromaque ou même Britannicus, où la force ne vient pas du spectacle ou d'un coup de théâtre, mais de la connaissance profonde du cœur humain. Il pense aussi certainement à Corneille avec le Cid et Horace, et je crois aussi qu'il parle indirectement de son propre théâtre, avec des pièces comme Zaïre, Alzire ou Tancrède, parce que ce qu'il décrit ici, ce n'est pas seulement une théorie du théâtre, mais il décrit l'idéal tragique auquel lui-même essaie d'atteindre. Bref, cet homme de goût continue, ajoutant qu'il y a très peu de bonnes tragédies. Les unes sont des idylles, en dialogue bien écrit et bien rimé. Les autres, des raisonnements politiques qui endorment ou des amplifications qui rebutent. Les autres, des rêves d'énergumènes en style barbare, des propos interrompus et des longues apostrophes aux dieux parce qu'on ne sait pas parler aux hommes. Des maximes fausses, des banalités dites avec un style pompeux. Alors ici, Voltaire utilise une anaphore, c'est-à-dire la répétition d'un même début de groupe de mots, les unes, les autres, et puis on a encore les autres. Cette répétition donne d'abord l'impression que l'homme de goût classe les livres, comme s'il les rangeait rapidement en différentes catégories. Sauf que ce classement n'a rien de neutre, il est déjà méprisant. Tout simplement parce que, au lieu de vraiment distinguer les œuvres, il les ramène presque toutes à quelques défauts récurrents. Et ce retour de les autres est quand même très important parce qu'il crée une impression de répétition, une certaine lassitude et presque même de saturation. On entend quelqu'un qui a l'air de dire « il y a toujours les mêmes genres de livres et ils produisent toujours le même effet décevant ». Parce qu'on est d'accord que Voltaire aurait pu varier sa formulation. Il aurait pu dire par exemple « d'autres encore », mais en répétant simplement « les autres », il rend le jugement plus sec, plus mécanique et plus tranchant. Et donc, cette anaphore ne sert pas seulement à structurer la phrase, elle sert aussi à faire sentir que, pour l'homme de goût, la diversité des livres est en partie illusoire. Parce que derrière leurs différences apparentes, ils finissent presque tous par se ressembler dans leurs défauts. Et étant donné que la marquise a eu le soin de placer Candide à côté d'elle, il décide de s'approcher de son oreille. Elle prend la liberté de lui demander qui est cet homme qui parle si bien. Alors, le petit détail de Candide qui s'approche de l'oreille de cette dame, ça m'interpelle parce que c'est pas la première fois que quelqu'un s'approche de son oreille pour lui chuchoter quelque chose.
Si vous vous souvenez bien, quand Candide a fait la remarque par rapport à l'accueil qu'ils ont reçu, l'abbé Périgourdin avait pris le soin justement de s'approcher de son oreille et puis de lui chuchoter quelque chose, ce qui a justement fait en sorte à ce qu'elle se lève, même si c'était à moitié, mais elle les a quand même salués. Donc, même si on ne sait pas ce qui a été dit, je crois que le plus important, c'est le fait qu'on s'approche de son oreille. Et donc, pour moi, ce que je comprends de ce que je me dis que Voltaire essaye de me faire comprendre, en soulignant Candide qui s'approche de l'oreille de la marquise, c'est que la marquise est quand même une personne très importante et qui arbore, je ne sais pas si le mot est juste, mais qui détient beaucoup de secrets. Elle n'est pas juste dotée d'un génie de tout savoir en fait, c'est qu'il y a des gens qui lui chuchotent des choses à l'oreille, ce qui veut aussi dire qu'elle connaît plus de choses que d'autres personnes présentes, quoi, parce qu'on lui chuchote pas mal d'informations. Il y a aussi sa fille qui lui fait des clins d'œil si jamais il y a un truc pas très net qui se passe. Et donc pour moi, c'est vraiment une figure de femme quand même assez puissante. Bien sûr, pas aussi puissante qu'un homme et surtout pas à cette époque-là. Mais en tout cas, elle a quand même une certaine puissance. Elle est comme la gardienne des secrets. Elle est là pour donner des informations et aussi pour en recevoir. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de très calculateur parce qu'on nous a bien dit au début que c'est quelqu'un qui ne gueule pas, c'est quelqu'un qui ne pète pas les plombs parce qu'elle essaye quand même de garder le contrôle. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant qu'on nous montre cette image de cette dame à qui on chuchote. Dans ma tête, je me dis, on lui chuchote des secrets. C'est une gardienne des secrets. En plus d'être une stratège. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'elle est quand même le contraste de Madame la Baronne de Thunderton Trunk. C'est vraiment une dame qui est presque au premier plan dans son monde. Les autres s'approchent de son oreille pour lui chuchoter des choses et elle exécute en fonction de l'information qu'elle a reçue. Bref, poursuivons. Donc, il décide de s'approcher de son oreille et prend la liberté de lui demander qui est l'homme qui parle si bien. La marquise lui répond que c'est un savant qui ne ponte au point et que l'abbé Périgourdin le lui ramène quelquefois à souper. Puis, elle ajoute qu'il s'y connaît parfaitement en tragédie et en livres et qu'il a fait une tragédie sifflée et un livre qu'on n'a jamais vu hors de la bibliothèque de son libraire. Sauf, bien sûr, un seul exemplaire, celui qui lui a dédié. Alors, je trouve cette partie du livre particulièrement ironique parce que c'est vrai que pendant quelques lignes, cet homme de goût paraît brillant. Il explique parfaitement ce qu'est une bonne tragédie, mais immédiatement après, cette marquise de Paroliac révèle la vérité sur le paraître. Cet homme est un savant qui ne ponte point. Elle révèle quelqu'un qui critique beaucoup, mais qui produit très peu. Et quand il écrit enfin quelque chose, c'est un désastre. La seule tragédie qu'il ait écrite a été sifflée au théâtre. Il semble aussi que son livre est tellement ignoré qu'il n'existe presque aucun exemplaire. Enfin, sauf celui qu'il a dédié à la marquise en fait. Je pense que ça n'a rien à voir avec cet individu en particulier, mais c'est quand même une manière pour Voltaire de se moquer du critique brillant qui ne sait pas créer et qui explique l'art parfaitement, mais que personne ne lit. Je trouve que c'est quand même bien approprié pour nous de faire le lien avec cet homme de goût et le critique qui avait vexé Candide au théâtre. Certes, ils ne sont pas exactement les mêmes, mais ils appartiennent au même monde. Un monde de gens qui parlent des œuvres depuis une position de supériorité. Le premier détruit avec aigreur, là où le second parle mieux, plus finement, et dit même des choses très justes. Mais Voltaire finit quand même par le ridiculiser. Parce que lui aussi, au fond, il appartient à cette petite société qui juge beaucoup et qui crée très mal. Mais ce qui est intéressant avec Candide, c'est que, je sais pas, on peut lui dire les choses de manière très crue, très juste ou même très subtile, il ne comprend jamais rien. Même si la marquise lui a dit tout ça et donc normalement t'as envie de te moquer de lui, tu te dis mais attends, en fait c'est un savant qui est pas si savant que ça parce qu'enfin si il est savant, mais seulement dans son élément, il critique des choses qu'il ne peut lui-même pas produire en fait. Alors que Candide reste quand même convaincu que ce grand homme est un autre Pangloss. Alors, il se retourne vers lui et lui dit « Monsieur, vous pensez sans doute que tout est au mieux dans le monde physique et dans le monde moral et que rien ne pouvait être autrement.
Sauf que l'homme de goût le contredit tout de suite, hein. Il lui répond que non, il ne pense rien de tout ça en fait, hein. D'après lui, tout va de travers chez eux. Personne ne sait ni quel est son rang, ni quelle est sa charge, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il doit faire. Excepté le souper, bien sûr, qui est assez gai et où il paraît assez d'union. Tout le reste du temps se passe en querelle impertinente. Jansénistes contre molénistes, gens du Parlement contre gens d'église, gens de lettres contre gens de lettres, courtisans contre courtisans, financiers contre le peuple, femmes contre mari, parents contre parents. C'est une guerre éternelle. Alors, ce que je trouve est intéressant dans ce passage, c'est que ça me rappelle fortement le moment où la vieille raconte ce qu'elle a vu au Maroc. À ce moment-là, elle vient déjà de traverser l'horreur, l'esclavage, la faim, les viols, et pourtant, ce n'est même pas fini. Parce qu'une fois arrivée dans cet espace-là, elle explique qu'il y a eu 50 guerres civiles, de noirs contre noirs, de noirs contre basanés, de basanés contre basanés, de mulâtres contre mulâtres. Et à ce moment dans l'histoire, Voltaire nous disait que c'était un carnage continuel dans toute l'étendue de l'Empire. Et ici, avec l'homme de goût, on retrouve exactement cette même logique, mais déplacée dans le monde civilisé, policé et élégant. On n'est plus dans les batailles, le sang et les mutilations. On est dans les querelles religieuses, politiques, littéraires, sociales, conjugales et familiales. Ce que la vieille vivait dans sa chair, l'homme de goût le formule en théorie générale. La guerre ne s'est pas arrêtée, elle a seulement changé de formule. Elle n'est plus toujours militaire, elle devient idéologique, mondaine, intime et quotidienne. Quand il écrit que c'est une guerre éternelle, Voltaire suggère que le conflit traverse tout, les empires, les villes, les salons, les familles, les couples et même les livres. On pourrait même dire que chez la vieille, la guerre détruit les corps, alors que chez l'homme de goût, elle détruit la paix sociale. Mais au fond, c'est toujours la même mécanique humaine. Et puis Candide décide d'ajouter sa petite contribution en disant « J'ai vu pis, mais un sage qui depuis a eu le malheur d'être pendu m'apprit que tout cela est à merveille, sont des ombres à un beau tableau. » Martin lui répond « Votre pendu se moquait du monde, vos ombres sont des taches horribles. » Candide réplique donc avec « Ce sont les hommes qui font les tâches, et ils ne peuvent pas s'en dispenser. » Alors Martin... J'ai l'impression que c'est un peu ironique, mais il lui répond « c'est donc pas leur faute ». Pendant ce temps, la plupart des pontes, donc des joueurs, qui ne comprennent rien à cette conversation, préfèrent boire pendant que Martin discute avec le savant. En ce qui concerne Candide, il raconte une partie de ses aventures à la marquise, parce que Candide ne peut juste pas s'empêcher. Il est obligé de raconter sa life à qui veut l'entendre. Et après le souper, elle l'emmène dans son cabinet et le fait s'asseoir sur un canapé. Puis elle lui demande s'il aime toujours éperdument Mademoiselle Cunégonde de Thunderton Trunk. « Oui, madame. » Puis elle lui répond avec un sourire tendre, tout en lui disant qu'il lui répond comme un jeune homme de Westphalie. Puis elle lui dit quelque chose de très intéressant. Elle lui dit qu'un Français lui aurait répondu « Il est vrai que j'ai aimé Mademoiselle Cunégonde, mais en vous voyant, madame, je crains de ne plus l'aimer. » « Hélas, madame, je répondrai comme vous voudrez. » Ça, c'est Candide qui le dit. Mais ça va pas du tout, hein. Voilà un mec qui a quitté le paradis sur terre pour aller rejoindre sa belle et tendre aimée Mademoiselle Cunégonde. Et aujourd'hui, on l'entend, il est là. « Hélas, madame, je répondrai comme vous voudrez. » Mais tu dis, ça va ou bien? Bref, en tout cas, elle poursuit et puis elle lui dit « Votre passion pour elle a commencé en ramassant son mouchoir. Je veux que vous ramassiez ma jarretière. » Et Candide lui répond sans hésiter, de tout mon cœur, et la ramasse. Puis elle lui dit qu'elle veut qu'il la lui remette, et il obéit. Voyez-vous, vous êtes étranger. Je fais quelquefois languir mes amants de Paris 15 jours, mais je me rends à vous dès la première nuit, parce qu'il faut faire les honneurs de son pays à un jeune homme de Westphalie. Alors je trouve ça très intéressant quand elle dit « Je fais quelquefois languir mes amants de Paris 15 jours. » Mais je me rends à vous dès la première nuit. Quand on se rend à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire de la corde à sauter, on va jouer à la marraine, ça veut dire quoi? On comprend tout de suite que ce qui va se passer entre la marquise et Candide n'est pas très catholique.
la marquise a déjà repéré 2 énormes diamants aux 2 mains de son jeune étranger. Alors elle commence à les louer avec tellement de bonne foi qu'elles finissent par passer des doigts de Candide aux doigts de la marquise. Mais après son retour vers l'abbé Périgourdin, il sent quand même quelques remords d'avoir fait une infidélité à mademoiselle Cunégonde. Rien n'est réellement dit explicitement. Mais tout est très fortement suggéré, hein. Surtout le mot infidélité pèse très lourd, hein. Candide ne se sentirait pas coupable à ce point pour un simple échange de politesse. Et justement, Voltaire sous-entend qu'il s'est passé quelque chose entre Candide et la marquise. Et comme je vous ai dit, je ne crois pas que ce soit quelque chose de très catholique. À cet instant, l'abbé Périgourdin décide d'entrer dans sa peine, étant donné qu'il n'a qu'une légère part aux 50 000 livres perdus au jeu par Candide. En plus de la valeur des 2 brillants, donc des diamants de Candide, moitié donnés, moitié estorqués. Son dessein est de profiter autant qu'il le peut des avantages que la connaissance de Candide peut lui procurer. Étant donné qu'il est engagé de parler de ce qu'il aime, Candide compte, selon son usage, une partie de ses aventures avec cette illustre Westphalienne. Et je pense que l'illustre Westphalienne, c'est Cunégonde. Voltaire la désigne comme la noble femme venue de Westphalie. C'est une formule élégante qui rappelle son rang. L'abbé lui dit qu'il croit que mademoiselle Cunégonde a bien de l'esprit et qu'elle écrit des lettres charmantes. Sauf que Candide ne sait pas du tout de quoi il parle. Il n'en a jamais reçu, hein. Alors Candide lui dit « Je lui ai envoyé à 2500 lieues d'ici un express dont j'attends la réponse. » Et j'imagine que l'express ici, c'est Cacambo. Et puis, il décide de prendre congé des 2 étrangers, donc de Martin et Candide, après les avoir tendrement embrassés. Le lendemain au réveil, Candide reçoit une lettre. Et voici ce qui est écrit. « Monsieur, mon très cher amant, il y a 8 jours que je suis malade en cette ville. J'apprends que vous y êtes. Je volerais dans vos bras si je pouvais remuer. J'ai su votre passage à Bordeaux. J'ai laissé le fidèle Cacambo et la vieille qui doivent bientôt me suivre. Le gouverneur de Buenos Aires a tout pris, mais il me reste votre cœur. Venez, votre présence me rendra la vie ou me fera mourir de plaisir. » Cette lettre charmante et totalement inespérée transporte Candide d'une joie inexprimable. La maladie de sa chère Cunégonde l'accable de douleur. Partagé entre ces 2 sentiments, il prend son or et ses diamants et se fait conduire avec Martin à l'hôtel où Cunégonde se trouve. Et on nous dit que pendant qu'il entre, il tremble d'émotion et son cœur palpite et sa voix sanglote. Il veut aussi ouvrir les rideaux du lit. Il veut apporter de la lumière dans la pièce en fait. Mais la suivante sur place lui dit de s'en garder parce que la lumière la tue. Et donc elle referme les rideaux qu'il vient juste d'ouvrir. Alors en pleurant, il lui dit « Ma chère Cunégonde, comment vous portez-vous? Si vous ne pouvez me voir, parlez-moi du moins. » Mais c'est encore la suivante qui lui parle. Elle lui dit qu'elle ne peut pas parler. Puis elle tire du lit une main potelée que Candide arrose de larmes. Ensuite, il remplit cette main de diamants et il essuie un sac rempli d'or sur le fauteuil. Mais au milieu de ces transports, voilà qu'arrive un exempt, suivi de l'abbé Périgourdin et d'une escouade. Donc un exempt sur l'Ancien Régime est un officier de police qui est chargé d'exécuter les ordres, les arrestations ou bien les surveillances. Ça dépend de ce qu'on lui demande. Cet exempt ne perd pas de temps et demande si Candide et Martin sont bien les 2 étrangers suspects. Et incontinent, il les fait saisir, ordonnant à ses hommes de les traîner en prison. Fin de la partie 4. Alors je sais vraiment pas pourquoi, mais cette partie 4 a vraiment été difficile pour moi de tourner. J'ai eu beaucoup de problèmes pour je ne sais quelle raison. La partie est pas plus exceptionnelle que n'importe quelle autre vidéo que j'ai tournée avant. J'ai pas encore trouvé pourquoi est-ce que ça a été aussi compliqué, mais rien qu'hier, j'avais filmé, il me restait 5 minutes, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, problème de micro, parce que ceux qui ont un Yeti, un Blue Yeti, juste ici, vous voyez pas, mais là, ce côté-là, juste ici, il y a un point, il y a un petit bouton et donc ça clignote rouge quand tout se passe bien. Et le truc, c'est que moi, j'ai souvent tendance à bouger le micro. Je le pousse ici parce que je dois vérifier un truc et justement, j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès et puis ce qui a fait que j'ai parlé pendant plus d'1 heure et donc il n'y avait pas de son. Et ça m'a un petit peu
millénaire hier. J'ai voulu tout tourner le soir, mais c'était un petit peu compliqué. Je me suis dit, tu sais quoi, basta. Quoi qu'il en soit, peu importe les petits problèmes que j'ai eus, j'espère que cette vidéo vous plaira. Mais du coup, voilà quoi, encore 2 épisodes et puis on avance. Je vous dis pas ce qui nous attend, mais on avance et puis voilà. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec la partie 5. Sur ce, ciao!